Bonjour, bienvenue dans Coupe-Fil, une émission qui vous donne les clés pour mieux comprendre, apprécier et pourquoi pas collectionner l'art contemporain. Coupe-Fil, c'est une heure de liberté, nous l'espérons avec Pierre. C'est un regard sur le monde à travers l'actualité artistique. Nous passerons en revue tous les aspects de la création contemporaine, la photo, le design, mais aussi, pourquoi pas, l'art ancien, l'art moderne. Et nous vous donnons rendez-vous tous les troisièmes vendredis de chaque mois, en direct sur Watch TV. Et pour vous guider à travers ce domaine passionnant qu'est l'art contemporain, nous aurons des invités régulièrement, des commissaires d'exposition, des directeurs de foires, d'exposition, des artistes bien évidemment, des galeristes, des experts du marché de l'art. Enfin, nous sommes en direct sur Watch TV. Vous pouvez communiquer avec nous pendant l'émission via Twitter, @WatchTV, #Coupe-Fil. Bonsoir Pierre. Bonsoir Benoît. Et donc ce soir, le programme est plutôt chargé, puisque la semaine prochaine va avoir lieu la FIAC, la Foire internationale de l'art contemporain, et plusieurs autres foires, dites foires off. Nous avons ce soir du coup un des directeurs de foire, Cutlog, et le fondateur de Cutlog surtout, Bruno Hadjadj. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors c'est la dernière ligne droite. Oui, on est dans les derniers préparatifs avant le coup d'envoi. On va y revenir tout à l'heure avec vous. Et nous recevons aussi Nathalie Guillot. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors Nathalie, vous êtes... comment vous présentez ? C'est une bonne question. Collectionneuse avant tout, peut-être ? Oui, donc collectionneuse, transversale, on va dire. J'aime bien la nouveauté et donc j'aime bien naviguer entre l'écriture, la collection, la production d'expositions, le commissariat, voilà. Voilà, et vous êtes en train de publier, je crois, vous avez publié un livre d'entretien entre artistes et collectionneurs et on en parlera dans la deuxième partie de notre émission. Enfin, on terminera aussi l'émission par l'actu design, architecture. Absolument, avec une expo de Marc Held à la galerie Held Laval, notamment. Ainsi qu'une exposition de street art à la tour du 13e. On verra ça, absolument. C'est une initiative intéressante. Et pour commencer l'émission, nous allons aussi revenir sur une exposition qui a commencé au Tripostal à Lille, qui revient sur les 25 ans de la Galerie Perrotin. Voilà, exactement. Donc la Galerie Perrotin fête ses 25 ans. Pour donner un petit peu de contexte, Lille 3000. Lille 3000, c'est le programme culturel promu par la ville de Lille. Et au sein de Lille 3000, il y a plusieurs lieux d'exposition, centres culturels, dont le Tripostal, qui, comme son nom l'indique, est un bâtiment. Voilà, on le voit à l'écran, un bâtiment ancien, tri pour le courrier, bien évidemment. Et il est utilisé comme centre d'art contemporain, centre culturel. La Galerie Perrotin fête ses 25 ans avec 6000 m² d'exposition. Oui, alors le Tripostal a déjà fait une grosse exposition, notamment sur la collection Pinault, et récidive là avec la Galerie Perrotin qui présente une grosse partie de ce qu'on appelle son écurie avec plusieurs artistes phares de la galerie. Il y a Paola Pivi, il y a évidemment Maurizio Cattelan. Et puis Tatiana Prouvé, bien sûr. Voilà, et puis Jean-Michel Ottoniel. Alors je crois qu'on a une petite vidéo pour résumer et introduire ces 25 ans de la Galerie Perrotin. Voilà, donc un petit résumé de cette exposition. Et on va commenter quelques œuvres, Pierre, qui vont passer à l'écran. On a un aperçu des découvertes qu'a pu faire
Emmanuel Perrotin, notamment Murakami. Murakami, qui est quand même maintenant une des stars du marché et qui pourtant, à l'époque, quand Perrotin l'a présenté, ne présentait que des multiples. Et voilà, il est présenté à des prix très peu élevés. Il a accompagné l'artiste dans son développement. Et effectivement, il a développé, Perrotin maintenant, depuis quelques années, se développe à l'international et là vient d'ouvrir, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, un espace à Hong Kong et un espace à New York. Voilà. En plus d'un prochain espace qui va ouvrir, je crois, la semaine prochaine à Paris, où il reprend un nouvel espace. Voilà, donc un galeriste français qui s'étend à l'international pour promouvoir ses artistes de manière plus large. On a vu Catelan, bien évidemment, qu'il a découvert assez tôt, avec ce cheval à terre, toujours un peu dans la provoque. On a vu les colliers de perles de Jean-Michel Ottoniel. Les voici à l'écran. Vous avez derrière, en arrière-plan, les toiles de Bernard Friese, en art abstrait. Voilà, donc vraiment 6000 m², encore une fois. Daniel Firman, avec son éléphant qui semble en lévitation. Ouais. En lévitation, en effet. Voilà, une sculpture de Xavier Vellan. Voilà, Xavier Vellan en premier plan, et en arrière-plan aussi. Donc une belle exposition, une belle rétrospective pour ce galeriste. Et donc quelque part, je lisais une interview de Martine Aubry de Lille, c'est un hommage au galeriste français à travers Perrotin, qui est la star du moment. C'est quand même un hommage rendu au galeriste français et c'est bien. Effectivement, on peut peut-être demander leur avis sur ce galeriste, sur ce développement à l'international, notamment à Nathalie Guillot. Oui, écoutez, je trouve que c'est assez étonnant de la part d'une institution comme le Tri Postal d'inviter un marchand. Enfin, je sais que j'ai lu la presse comme vous, je pense, et il y a eu quelques critiques, mais en même temps, moi, je trouve qu'il a un parcours absolument fantastique. Et qu'il a été très proche de ses artistes, très novateur dans son regard et dans sa vision, acharné, déterminé, et voilà, c'est magnifique de lui rendre hommage aujourd'hui. Oui, parce qu'effectivement, il a quand même eu un flair. Et de mettre en scène sa collection, et en même temps les artistes qu'il a découverts. Voilà, Mauricio Cattelan, Murakami, des artistes dont il a produit beaucoup d'œuvres. Je sais que Mauricio Cattelan, il n'y a qu'une seule pièce de lui dans l'exposition. Mais non, moi je tire mon chapeau, je trouve que c'est quelqu'un de remarquable, c'est une figure de l'histoire de l'art. Autant que Cadwallader pouvait être un marchand aussi important en son époque, Léo Castelli, je pense que Emmanuel Perrotin fait partie de ces figures majeures du marché de l'art aujourd'hui, en Europe et de par le monde, parce que maintenant il est installé à Hong Kong et à New York. Non, mais en plus, je trouve ça. Je suis assez surpris que la presse qu'une partie de la presse voit un problème dans cette exposition, parce que je trouve que c'est vraiment comme vous disiez, c'est un très grand marchand qui en plus n'a rien à prouver aujourd'hui et qui en plus se met en danger quand même, parce que c'est-à-dire ouvrir une galerie aujourd'hui à New York comme il le fait, à Hong Kong comme il l'a fait, réouvrir un nouvel espace aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se pose des questions et qui... Alors effectivement, on peut peut-être lui reprocher de mettre moins en avant des artistes moins connus, mais en même temps, il a comme vous le disiez, il a accompagné, il les a accompagnés, ces artistes, il les a produits, et je trouve ça incroyable, c'est génial que Martine Aubry lui donne cette chance de pouvoir montrer cette collection. Parce qu'une partie du grand public ne connaît pas son travail. Je suis sûr qu'en province, à Lille... Il y a plein de gens qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir voir une de ces expositions à Paris. C'est superbe, je trouve que c'est une belle initiative. Il faudrait qu'il y en ait d'autres. D'ailleurs, l'exposition Collectors qu'il y avait auparavant au Tri Postal était très intéressante aussi. Je ne sais pas si vous y étiez allé. Le lieu est d'abord incroyable. Le Tri Postal est un lieu qui vaut vraiment le coup, qui vaut vraiment le détour. Lille a dépensé beaucoup d'argent et a beaucoup investi dans ce lieu. Et avec un grand succès, parce que chaque fois que j'y suis passé, le public y répondait en tout cas d'une manière assez incroyable. Et Nathalie Guillot précisait qu'il avait quand même eu un certain flair
Est-ce que c'est important pour un galeriste justement d'avoir ce flair pour accompagner le développement de sa galerie et de son business? Du flair, oui, mais aussi, comme vous disiez, d'acharnement et de conviction. Effectivement, le flair est important, mais c'est surtout l'acharnement et la conviction qui est plus déterminante. Je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nathalie. Oui, en fait, je pense que tout le monde connaît un peu la légende d'Emmanuel Perrotin, qui dormait dans un petit 2 pièces, qui squattait, qui était chez les uns, chez les autres, et puis à force de conviction, effectivement, d'acharnement, on arrive à un résultat, que ce soit pour les artistes, les galeristes, n'importe quel secteur d'activité, un violoncelliste, un pianiste. Je pense que voilà, c'est cette conviction qu'il a de porter ses artistes, d'écouter que son flair, voilà. Et en fait, je repense à un article que j'ai lu dans le quotidien de l'art, qu'effectivement, on a un peu épinglé Martine Aubry, socialiste, en lui disant mais vous invitez un marchand, donc vous êtes du côté du marché, etc., capitaliste. Et elle dit écoutez, moi j'ai pas de problème avec l'argent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la créativité, savoir prendre des risques, et je pense qu'il fait partie de ces figures qui ont su se positionner et prendre des risques au bon moment en suivant ces artistes. Oui, et puis vous parliez effectivement, il y a de plus en plus le mythe Perrotin qui est en train de se créer. Justement, vous parliez de ses origines, de ses débuts un peu difficiles. Et là, c'est quand même la consécration de montrer qu'effectivement, il a fait des choix peut-être audacieux à l'époque. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais il a réussi effectivement à mener sa barque et à s'imposer aussi bien du point de vue des marchands, mais aussi du point de vue des historiens d'art et des critiques. Il a commencé... en effet, il a commencé à 16-17 ans, paraît-il. 16-17 ans à la galerie Charles Cartwright, et il a ouvert sa galerie Perrotin donc à 21 ans, donc il y a 45 ans. Ouais, et puis il a eu la confiance aussi de tous ces artistes, parce que Cattelan, il avait pas besoin de Perrotin quand Perrotin s'est mis à travailler avec lui. Après, je ne connais pas l'histoire exacte, mais de la part d'un artiste visionnaire comme Cattelan, je trouve que c'est bien de donner la chance à un jeune, parce que ils doivent avoir une dizaine d'années de différence d'âge, j'imagine les deux, hein. Et je crois que c'était important, quoi. Cette confiance qu'il lui a donnée prouve aussi que c'est quelqu'un qui a du potentiel, enfin qui en a toujours d'ailleurs. Merci. Alors on va passer à notre deuxième sujet. Alors, juste pour terminer sur l'exposition Perrotin, elle est visible jusqu'au 12 janvier à Lille, au Tripostale. Très bien, oui, il fallait bien préciser ça en effet. Ça peut être pas mal si les gens veulent y aller. C'est clair. Donc on va parler de cette fameuse semaine de la FIAC. Oui. Tout à fait, puisque là, le programme va être plutôt chargé la semaine prochaine, alors pour les galeristes, mais aussi pour les collectionneurs, pour les amateurs d'art, pour toute la planète artistique française, mais internationale aussi. Ça a commencé ce week-end avec la Frieze à Londres, qui ouvre le bal cette semaine, et on enchaîne la semaine prochaine avec la FIAC, mais aussi avec toutes les foires, et notamment la Cutlog, qui cette année change d'endroit. Après avoir fait quelques années à la Bourse du Commerce, s'installe rue de Richelieu, à l'atelier Richelieu. Voilà, et toutes donc ces foires qu'on appelle les foires off, qui sont les foires autour de l'événement FIAC, sont des foires aussi importantes puisqu'elles donnent de la visibilité à des artistes plus jeunes, moins connus, donc des foires de plus en plus importantes à visiter pour découvrir aussi l'avant-garde avec beaucoup de diversité. Absolument. Cutlog, c'est du 24 octobre au 27, donc à l'atelier Richelieu, 60 rue de Richelieu, Paris 2e. Et il y a des petits lieux secrets, mais on va en parler un peu plus tard. On va en parler avec le fondateur de la foire, qui va nous raconter un peu plus en détail l'aventure Cutlog. Alors, et notamment peut-être aussi, on va commencer par, je ne sais pas si on va commencer par l'aventure ou si vous allez déjà nous parler de la programmation de cette année qui
se promet d'être assez riche quand même. Alors, je reprends ce que vous disiez sur effectivement de mettre en avant des artistes qu'on a peut-être moins l'habitude de voir sur les foires principales ou lors des biennales ou des expositions importantes. Mais c'est vrai que par exemple, là il y a Daniel Firman là tout à l'heure qu'on voyait dans l'exposition Firman avait exposé la première année à Cutlog. Il n'était pas encore chez Perrotin, donc je suis assez content. Enfin, je dis pas que on y a participé, mais enfin, non, mais en tout cas, on était très content de présenter une pièce, l'une de ces pièces. Justement il y a 5 ans de ça et donc c'est vrai que donc en dehors d'artistes importants comme les Firman, on a aussi Cutlog, c'est un lieu effectivement de découverte, mais qui est où la définition, si vous voulez, lorsque j'ai monté cette foire, d'abord c'était une déclaration d'amour pour Paris. Donc Paris, c'est ma ville de cœur, même si j'ai vécu dans plusieurs autres villes dans le monde, et entre Paris et New York. Paris, je me suis toujours demandé pourquoi Paris avait si peu d'offres en fait en dehors de la FIAC, alors que lorsque vous alliez à Bâle ou lorsque vous alliez à Miami ou à New York, l'offre était beaucoup plus large et la diversité beaucoup plus importante. Donc après avoir observé pendant quelques années le marché de l'art, je me suis dit c'est quand même dommage parce que quand même Paris a toujours été une ville qui a accueilli la France a cette tradition d'avoir accueilli des artistes du monde entier et justement est habitué aussi à cette culture, cette multiculture et cette diversité. Et donc j'avais envie d'amener autre chose que ce que la FIAC fait très bien. D'ailleurs, ils ont accompli un travail extraordinaire qui, sans ce travail, je ne sais pas si je me serais lancé dans une foire comme Cutlog. Je ne pense pas aujourd'hui avoir le courage de monter Cutlog à une autre date que le mois d'octobre. Pas que cette date. Il faut être très sincère, parce que Jennifer Flay et Martin Bettenot à l'époque ont monté la FIAC à un tel niveau que grâce à eux, Paris a tout d'un coup retenu l'attention une attention beaucoup plus importante que les années précédentes. Et du coup, nous les off, on en a profité. On a profité de ça, de cette curiosité, de cette évolution. Et du coup, on a réussi aussi à sensibiliser, c'est-à-dire les artistes que nous on va chercher, on va les chercher dans le monde. Nous, je vous parle de Cutlog par exemple, parce que les autres foires, chacune a son mode de fonctionnement différent. Mais c'est vrai que nous, on est axé sur l'international. C'est très important pour nous de montrer des artistes du monde entier. On n'est pas vraiment, c'est pas une foire parisiano-parisienne ou franco-française. Ça n'a jamais été le cas, et c'est pas tellement l'identité que j'ai envie de lui donner. Évidemment que Paris, qu'on est à Paris, que on va avoir des galeries françaises, c'est évident. Mais j'aime bien le travail que nous mettons en place. C'est un travail qui est un travail échelonné sur toute l'année, où on fait de la recherche, on va dans les ateliers, on va sur les biennales, sur les événements off à travers le monde. J'ai toute une équipe de curateurs et de chercheurs en fait à travers le monde qui me proposent des galeries ou des artistes, des artistes et des galeries plutôt. On travaille surtout d'abord avec les artistes et après avec les galeries. En fait, la sélection des galeries se fait d'abord par le choix des artistes. C'est comme ça que nous, on travaille. Donc, en matière de scénographie ou de ligne directrice, finalement, est-ce qu'on peut parler d'une ligne directrice ou tout simplement la diversité, trouver l'avant-garde, la présenter ? On essaye de trouver l'avant-garde parce que on veut pas non plus on n'est pas une foire prétentieuse, on fait un travail de recherche et puis selon les années la recherche est plus ou moins pointue et aussi la créativité est plus ou moins forte. Donc effectivement on est on fait un travail de scout, ce qu'on appelle en anglais scout. Je sais pas comment on peut trouver mais c'est vrai qu'on fait un travail de dénichage, de recherche, dénichage pour plus tard. C'est-à-dire on est très content parce que de nombreux artistes qui sont passés par et galeries qui sont passées par Cutlog sont aujourd'hui soit sur des foires importantes ou des artistes participent à des biennales incroyables ou figurent dans des expositions importantes. Donc on est content parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que construire cette foire, il y a un fruit, quoi. À la fin il y a un vrai résultat et ça pour nous c'est fabuleux. Ouais, c'est très satisfaisant. Vous parliez de Paris qui reprenait effectivement une place importante sur l'échiquier des foires d'art contemporain.
Et je voulais le sentiment de Nathalie en tant que collectionneuse pour savoir comment vous abordez les foires et quel est l'intérêt que vous y trouvez. Est-ce que c'est là où vous repérez les futurs achats? Est-ce que c'est là où vous sentez un peu la tendance? Ou est-ce que vous y allez juste comme ça par habitude? Voilà, est-ce que tout est fait avant? Voilà, ça aussi. Ou est-ce qu'il y a des belles surprises pendant? Écoutez, je pense que pour synthétiser un peu ce qui a été dit, c'est vrai que les foires, ça permet en un seul point de rendez-vous d'avoir une multiplicité d'offres internationales qu'on a nulle part ailleurs. Donc là, par exemple, je reviens de Londres, Frieze, et Frieze, sur 150, 170 galeries, on a des galeries libanaises, sud-africaines, etc. Donc on a effectivement un point de vue international qui est assez extraordinaire et possibilité de se faire un avis et de effectivement recueillir une tendance générale. Par exemple, cette année, ce que j'ai ressenti à Frieze, c'est qu'il y avait un retour de la peinture. Alors vous allez me dire, oui, tous les 5 ans, souvent on annonce tous les 5 ans on annonce la mort de la peinture. Et bien là, il y a un revival de la peinture et du handmade, du craft, du textile. Donc sur les stands, on peut voir beaucoup moins de vidéos, d'installations ou de pièces conceptuelles, mais vraiment la part belle au grand format, à la peinture, aux pièces brodées. Et donc voilà. Donc ça c'est une sorte de premier état des lieux. Et ensuite, c'est assez frustrant aussi, d'une autre façon, d'une autre manière pour le collectionneur, parce qu'il y a de plus en plus de foires parallèles. Alors, je dis pas ça par rapport à Cutlog, et en même temps d'event off. Donc, comme on n'a toujours pas le don d'ubiquité, on passe forcément à côté de choses, donc on est obligé d'être sélectif. Et je vois qu'à la FIAC, c'est aussi le même ambiance, c'est-à-dire qu'il y a des propositions de talk, de performance, il y a les foires parallèles, il y a la foire principale. Donc je pense qu'il faut faire une sélection et se dire voilà, je peux pas tout faire, je me focus sur tel et tel aspect de la semaine, mais je m'inscris pas à tout parce que du coup on se disperse et du coup on a du mal à rester concentré. Donc moi, en tant que jeune collectionneuse, que je collectionne pas depuis très longtemps, mais depuis 2008, je trouve que la foire est remarquable donc, pour se donner, c'est comme ça, cet aperçu international. Mais j'aime surtout aller dans les galeries. Dans les galeries, et je dois dire qu'au fur et à mesure des années qui passent, je deviens de plus en plus sélective et je me réserve des temps comme pour Bâle et pour effectivement la FIAC et Frieze et New York, et puis le reste je mets un peu de côté parce que sinon on est quand même on n'a plus le temps de réfléchir, de se concentrer. Enfin, c'est mon point de vue personnel. Alors, excusez-moi, vous avez quand même le temps de faire quelques foires off du coup, ou c'est vraiment quelque chose qui devient difficile justement avec des foires qui sont alors je pense que la Frieze est quand même, en termes de participants, est un peu plus importante que la FIAC, il me semble. Ça, je pense que c'est 175 galeries, je ne sais pas exactement. Peut-être. Alors je crois que pour le coup la FIAC doit être sur une 190 ou 170 ou 180. 70 000 visiteurs à la FIAC. Voilà, la Frieze, je la voyais plus importante avec en plus cette année, enfin pour la deuxième année, il y a Frieze Masters. Est-ce que effectivement, le fait d'avoir des foires qui sont quand même mastodontes, est-ce que ça laisse le temps, est-ce que vous pouvez prévoir quand même de voir quelques foires off qui peuvent se trouver près du Très franchement, non, parce que Très franchement, non, parce que là, je vous dis, j'ai passé 3 jours à Londres, j'ai fait Frieze, 2 jours, et après Frieze Master, et ensuite je suis allée dans les galeries, et j'ai eu aussi envie d'aller dans les musées, donc aller voir l'expo Clé, faire un tour à la Tate, et puis voilà. Donc j'ai pas eu le temps.
J'ai pas eu le temps, mais je me régale aussi avec cette foire donc qui existe depuis la deuxième édition, donc Frieze Master, en faisant des passerelles donc avec l'art ancien, l'art flamand, hollandais, de voir des masterpieces, des pièces d'antiquité, des pièces romaines, et donc c'est assez fantastique d'avoir la possibilité de voir ces chefs-d'œuvre juste à côté de l'art contemporain. Et voilà, moi ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que cette année j'ai pas eu le temps de faire les petites foires off. Alors je pense que c'est assez intéressant. L'offre est certainement très diverse, très large, ça c'est certain. Il y a aussi plusieurs profils de collectionneurs, plusieurs profils d'amateurs, et je pense que... Il y a aussi un discours qui revient souvent aussi, qui est le vôtre, souvent, de dire je vais me focaliser sur... de le haut, Nathalie, pardon. C'est de me focaliser sur uniquement une foire principale parce que je n'ai pas le temps. Et moi, je collectionne à mon niveau. Et lorsque je vais, par exemple, à Miami, je me régale sur les offres parce que je me les fais toutes avec mon épouse. Donc le matin, pour vous raconter ma vie, on marche le long de la plage pour histoire de tremper nos pieds et puis aussi de profiter du temps magnifique de Miami à ce moment-là. Et puis l'après-midi commence le marathon, mais tous les jours, c'est-à-dire effectivement. Parce que voilà, et on retrouve évidemment un certain nombre d'autres collectionneurs qui prennent plaisir à aller voir justement toutes ces offres. Pour revenir, pardon. Miami, j'ai envie de dire, Miami, c'est pas pareil, effectivement. Après, chaque point géographique a ses styles et ses flux. Mais c'est vrai qu'à Miami, on commence par Nada, ensuite on fait les Rubelles, Rosa de la Cruz, on fait des petits sauts à la foire principale. Enfin, je sais pas, c'est différent. Comme vous dites, le soleil aussi compte beaucoup, donc on a envie de sortir un peu dehors et de se balader. Puis c'est vrai que Nada, il y a une énergie incroyable sur la foire de Nada. Donc je suis d'accord avec vous. Oui, mais cette énergie-là, elle existe sur d'autres offres également aussi. Ouais. Enfin, c'est dommage de... Comme par exemple Cutlog. Non, pas simplement Cutlog. Non, juste Cutlog. Non, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, vous êtes allé à la Frieze, mais il y avait... vous êtes allé voir d'autres foires ou vous n'êtes pas du tout allé voir Sunday, par exemple? Non, je vous dis très honnêtement. C'est juste en face. Personnellement, j'ai pas eu le temps. Non, c'était juste en face. Vous aviez juste à traverser la route. Alors. Parce que j'étais occupée à essayer d'acheter des pièces. Alors après peut-être on parlera du process d'acquisition. Vous me disiez. Tout à fait. Moi, j'avoue qu'il y a tellement de preview, avant preview, avant preview, quand on arrive à une certaine heure, j'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Donc c'est assez compliqué aussi de pouvoir acheter des bonnes pièces, et donc je pense qu'il faut être géographiquement dans un seul endroit et écrémé si on a envie de bonifier sa collection. Maintenant, si on est dans un état d'esprit de curiosité, de vouloir voir un peu toutes les scènes, voilà, ça dépend un peu l'objectif. Quelle est la motivation en fait? Moi, je sais que j'allais à Frieze parce que j'avais des artistes en tête et je savais où les trouver. Quand je suis arrivée, voilà, je savais exactement ce que je voulais. J'ai plutôt focusé sur ça. Maintenant, chacun après, si on est un peu plus dans le ton de la balade et avec pas d'idée précise en tête, on peut effectivement se dire, bah tiens, je m'en consacre 1 heure ou 2 à Sunday. Puis il y avait aussi une foire sud-africaine, africain contemporain. Mais ça revient, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant, mais l'idée de mon livre sur la collection. Donc j'expliquerai peut-être, présenterai un peu cette idée tout à l'heure, c'est-à-dire de décider de papillonner et d'acheter comme ça au gré des rencontres et des foires, ou alors de se focuser sur un groupe d'artistes et de rencontrer ce groupe d'artistes et de le suivre sur la durée. Et donc c'est un peu ce qui m'a motivée à écrire ce livre. Oui, effectivement, nous en reparlerons. Voilà. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie. C'est effectivement, vous êtes allé à Londres sur 3 jours. 3 jours, c'est plutôt court, effectivement, pour faire des foires qui sont quand même assez importantes. Mais du coup, comment peuvent faire les foires off pour attirer l'attention des gens qui ont forcément un timing serré, avec toutes les présentations, comme disait Nathalie, des previews, des pré-previews,
tous ces événements qui sont faits autour de la foire principale, mais voilà, qui laissent plus ou moins de temps après aux collectionneurs pour venir découvrir autre chose. Comment Cutlog, par exemple, peut faire pour essayer de... Mais je crois que heureusement que les gens ne viennent pas uniquement pour aller sur les foires principales. Je pense en effet qu'il y a vraiment une offre très large, et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien dans le sens où il y a plusieurs profils. Il y a des acheteurs d'art, il y a des collectionneurs, il y a des amateurs, il y a des gens qui viennent pour la découverte. Il y a des gens qui veulent sortir du musée et voir d'autres choses, des artistes contemporains avant d'arriver au musée dans des dizaines d'années. Donc je pense que le fait qu'il y ait une offre large, c'est parce qu'il y a plusieurs amateurs, il y a plusieurs collectionneurs, il y a plusieurs profils. Et peut-être, on va parler de l'acte d'achat, de la collection, de l'interaction artiste-collectionneur peut-être un tout petit peu plus tard. Si on peut revenir 2 minutes sur la Cutlog, et que vous puissiez nous décrire un peu plus le mécanisme de la Cutlog, parce que c'est pas uniquement un lieu, c'est aussi le Cutlog Club, c'est un prix. Donc est-ce qu'on peut juste un petit peu remettre dans le contexte de cette foire off, vous avez bien plus que juste une foire, il y a tout un mécanisme autour. Tout un festival dont vous parliez tout à l'heure, il y a une offre qui a été effectivement une offre curatoriale qui se développe un peu plus, et on est au-delà de la simple foire marchande. Non, mais c'est vrai, je vous remercie d'être sensible à cette foire. C'est vrai que moi, ma formation, elle n'est pas d'être collectionneur ou d'être galeriste. Je suis artiste plasticien au départ. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Donc, fabriquer une foire pour vendre du mètre carré ou de l'éclairage et de la toile, c'est pas tellement mon truc. Donc, ce qui me plaisait, c'est de me rapprocher des artistes et des propositions de galeristes créatifs aussi. Donc, cette année, comme c'est notre 5e année, on a changé de lieu. On est allé à l'atelier Richelieu, qui est à côté du Palais Royal, donc un lieu central, à seulement 10 minutes de la FIAC. Il y a un shuttle d'ailleurs qui amène les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Et puis, non, mais c'est ce qui est important, c'est que si vous voulez, en plus de ça, si vous voulez, ce qui est important, c'est que j'avais envie de créer, parce cette année, on a développé la foire à New York. La foire, au moment de Freeze New York, nous avons créé la première édition de Cutlog à New York. Et on s'est aperçu que les gens qui venaient... si vous voulez, on a développé un festival, le festival d'art vidéo comme on l'a fait à Paris, mais on a aussi développé énormément la performance. Et à travers un club, on a ouvert un club que j'avais au départ proposé à des clubbers, des gens qui ont un club important à Paris. Puis finalement, on s'est dit pourquoi donner un club à des clubbers, alors que ce ne sera pas un lieu qui appartiendra à des clubbers. Nous, on a envie de faire un lieu qui va appartenir aux artistes, aux galeristes et aux gens qui ont envie de... On va créer un espèce de salon. Et c'est comme ça qu'est né le Cutlog Club cette année à New York, où au départ on avait énormément de performeurs et d'art vidéo et à la fin de DJ. Et on s'est dit on va recréer la même chose à Paris. On va créer un lieu qui va être un peu une after foire, c'est-à-dire dans la journée vous avez la possibilité de visiter l'atelier Richelieu avec toutes les galeries, les projets exposés à la foire, et le club. C'est un autre lieu, c'est un lieu de 600 mètres carrés dans lequel j'ai invité un label de jeunes curateurs, qui sont des curateurs en herbe, mais qui sont quand même tous bien établis. Ils sont déjà tous dans des institutions où ils travaillent pour d'importantes galeries. Et je leur ai donné carte blanche. J'ai loué cet espace et je leur ai donné entièrement carte blanche. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez vous aurez 2 propositions. Vous aurez la proposition avec des galeries commerciales, avec une mise en scène assez classique entre guillemets, celle des propositions de stand, parce que il faut aussi que les galeristes vendent les artistes. C'est aussi il y a un enjeu commercial qui est important. Et un aspect beaucoup plus curatorial, où j'ai demandé à ces jeunes curateurs d'amener des nouvelles propositions. Voilà. Donc c'est ça. Alors ça va de la peinture, la sculpture, l'installation, l'art vidéo et aussi le festival d'art vidéo. Donc le festival d'art vidéo, c'est la
3e édition cette année. Donc on a invité aussi pour ce festival différents curateurs, notamment des gens qui viennent de New York, des gens qui viennent de Taïwan, et aussi, par exemple, on a le UCCA, qui est un centre d'art très important en Chine, qui développe un certain nombre d'artistes, qui aide un certain nombre d'artistes chinois à développer leur travail vidéo lié à l'art vidéo. Donc ça, c'était important en fait d'ouvrir une espèce de panneau d'ouvrir une espèce de plateforme pour tous ces gens, parce que c'est important aussi. Une foire, c'est pas simplement un endroit où on va juste acheter une peinture, une sculpture ou une pièce d'art vidéo. Je crois qu'il faut dépasser ça. Et puis le contexte. Je veux dire, c'est important de se retrouver aujourd'hui autour d'une table, de pouvoir discuter, de pouvoir vous rencontrer peut-être. Nathalie, si vous venez à Paris, c'est fabriquer un lieu de rencontre. En dehors des horaires, évidemment, des horaires de foire. Donc, le club démarre plus tard. Il démarre de 14h à minuit ou 1h du matin. Ce qui fait que c'est une nouvelle formule. C'est-à-dire, c'est une formule beaucoup plus conviviale, un peu plus festive autour de l'art contemporain pour se rencontrer. Après, l'autre axe qu'on a développé avec Arte, avec la chaîne Arte, c'est le prix. Oui. Donc, depuis 3 ans, Arte a choisi de venir sur Cutlog pour choisir un artiste. Alors, donc, il y a un jury constitué d'une collectionneuse, Sidney Picasso, de Fabrice Bousteau, directeur de Beaux-Arts Magazine, de Marc Alizard qui s'occupe d'une partie du mécénat de chez LVMH. Ensuite, on a des artistes chinois importants, et on a aussi invité une chanteuse. Voilà, ça c'est un peu pour amener un peu de diversité dans le jury. Très bien. Et donc ça fait 3 ans qu'on a développé ce prix sur Cutlog, et avec Arte, on va offrir 5 000 € à un artiste émergent, jeune artiste, qui va offrir des capacités. Si vous voulez, le prix il est attribué à un artiste dans lequel on va estimer son pouvoir, on va estimer un petit peu comment il va évoluer dans le futur. Donc c'est un vrai travail c'est pas juste il n'est pas élu juste sur une pièce ou sur 3 pièces. Très bien. Il y a un vrai travail de défrichage un peu. Donc je pense qu'on a bien compris Cutlog. On a juste une petite heure d'émission, donc il faut qu'on avance. Mais non, super. Je voudrais continuer la discussion aussi. On veut continuer avec Pierre la discussion sur l'actualité du mois. La collection avec Nathalie. Donc on va un petit peu avancer. Oui, donc on rappelle quand même aussi les dates de Cutlog qui auront lieu donc du 24 au 27 octobre. Oui. Même date que effectivement la FIAC aussi, et que toutes les autres foires. Voilà, donc l'atelier Richelieu, 60 rue de Richelieu, et c'est le passage Choiseul pour le petit lieu secret qui est le club. Oui. On n'a pas parlé du prix d'entrée de la foire. 10 €. Qui est de 10 €, voilà. Qui est du coup accessible. Oui. Par rapport. C'est le but aussi. Par rapport à la grosse foire, effectivement, la FIAC qui est. C'est pas un lieu que pour les. Pardon, je vous ai interrompu. C'est un lieu pour les amateurs d'art aussi. Ouais. C'est pas un lieu réservé uniquement aux professionnels. Ok, prochaine. Merci Bruno Hadjadj, merci beaucoup, et on continue la discussion. Prochaine rubrique, donc à voir l'actualité du mois d'octobre et novembre. Donc on va parler. Alors l'actualité à voir, je propose de couvrir, Pierre, l'exposition Virgule au Palais de Tokyo, et puis on parlera aussi de Cookbook au musée national, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, voilà, qui sont deux événements en ce mois d'octobre à voir. Alors, Palais de Tokyo, c'est avant l'exposition Philippe Parreno. Il y a une petite exposition très sympa qui s'appelle Virgule, etc. dans les pas de Roger Vivier. Roger Vivier, célèbre chausseur, figure de la mode, qui a démarré dès 1930, puisqu'il est né en 1907, décédé en 98. Et il y a une exposition rétrospective de son œuvre avec 140 souliers. Des souliers pour femmes,
140 modèles de souliers qui retracent sa carrière. Donc c'est un sculpteur de chaussures. Je le cite, depuis toujours la ligne me passionne, confiait le bottier. 500 fois je refais mon dessin pour vérifier la justesse de l'idée. Il a inventé le talon aiguille. C'est Roger Vivier a inventé le talon aiguille en 1954. On peut voir ici l'exposition au Palais de Tokyo des 140 souliers. Il est ensuite passé au talon étrave en 58, au talon choc en 59, et puis au fameux talon sinueux qui a la forme d'une virgule. On l'a vu sur la plaquette de l'exposition, le talon virgule, qu'il a voulu comme manifeste pour sa griffe dès 1963. Voilà, donc une petite exposition sympa à voir si vous aimez les souliers. Et il signale les souliers de la reine Elisabeth II en 1953. Donc à noter. Et alors pour les férus de mode, la maison Roger Vivier continue à vivre et c'est Bruno Frisoni qui est le directeur artistique, avec en muse Inès de la Fressange notamment. Et pour ceux qui veulent continuer sur la partie mode, juste en face du Palais de Tokyo, il y a le Palais Galliera qui vient de rouvrir après de longues années de travaux. Et il y a une rétrospective du styliste Alaya. Exposition suivante à l'École nationale des Beaux-Arts. Voilà, on est sur un autre sujet, là ça s'appelle Cookbook, l'exposition, et c'est sur l'art culinaire. Alors l'exposition est assez amusante à faire, puisqu'on découvre tous les grands noms de la cuisine actuelle, tous les jeunes cuisiniers de talent qui présentent soit des collages, qui présentent aussi des photos de leurs travaux et de leur présentation culinaire. Voilà, c'est mis aussi en perspective avec quelques artistes contemporains. Un peu moins contemporains, évidemment, on retrouve Daniel Spoerri, les œuvres de Daniel Spoerri, puisqu'il a été connu pour faire des repas complets qu'il a figés après. Je rajoute très rapidement l'exposition Sébastio Salgado à la Maison européenne de la photo. On en a beaucoup parlé. L'exposition s'appelle Genesis, du 18 octobre au 5 janvier. Voilà, on voit des photos. Il y a eu une édition chez Taschen d'un livre énorme. L'aventure est intéressante de ce photographe, en tout cas en ce qui concerne cette série de photos. C'est 8 ans, 8 mois de voyage pendant 8 ans, 8 mois par an de voyage pendant 8 ans. Et c'est un inventaire de la planète, c'est un inventaire de la faune et la flore d'aujourd'hui. À voir à la Maison européenne de la photo jusqu'au 5 janvier. Voilà, je n'ai pas donné les dates pour Cookbook, mais l'exposition qui a commencé donc, cette semaine, qui a commencé aujourd'hui d'ailleurs, et qui dure jusqu'au 9 janvier. Voilà, et Roger Vivier au Palais de Tokyo jusqu'au 18 novembre, avant l'expo Pareno, dont on parlera le mois prochain. Et nous allons revenir un petit peu sur le sujet principal, qui est les foires, et surtout la collection et les collectionneurs, avec Nathalie, du coup, qui va nous parler de son livre, qui est paru aux éditions Blackjack. Encore paru, il paraîtra le 15 novembre prochain, distribué par les Presses du Réel. Et je vais faire aussi ma petite pub. Absolument, en fait. Je suis invitée à faire une signature chez Arcurial le samedi 26 octobre, entre 18h et 20h. Donc Arcurial, rond-point des Champs-Élysées, juste avant le dîner de la Diaf, donc toujours dans le parcours de la FIAC. Et donc la genèse de ce livre, donc c'était une histoire qui était assez poétique, parce qu'en fait je voyais l'exposition des Stein au Grand Palais il y a quelques années, il y a 2-3 ans, et je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était une exposition absolument remarquable, avec beaucoup de photos noir et blanc de leur collection et de tous les artistes que cette famille juive exilée, dont Gertrude Stein, poétesse, écrivaine, Nathalie, médecin. Oui. Pardon de vous interrompre. Le titre du livre, c'est Conversation artiste collectionneur. C'est bien ça ?
Voilà, c'est ça. D'accord. Conversation artiste collectionneur. Donc c'est un livre qui recueille la parole de 10 artistes et 10 collectionneurs, donc de couples, de duos. Et ce sont les artistes qui ont choisi leur collectionneur de la première heure, avec qui ils ont un échange intellectuel, une complicité, un compagnonnage artistique. Oui. Donc ce sont plus que des collectionneurs, en fait, ce sont plus des commanditaires, des mécènes. Et l'idée de posséder est entre guillemets un peu accessoire. Eux, ce qui les intéresse avant tout, c'est vraiment d'accompagner l'artiste sur la production de projets. Donc que ça soit une œuvre, que ça soit un livre, que ça soit à chaque fois, il y a cette idée de commanditaire, d'accompagnement, de vivre un moment de vivre un temps de vie avec l'artiste. Et donc cette idée de livre, c'est aussi par rapport à mon parcours personnel, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à collectionner en 2008, donc je suis toute jeune collectionneuse. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que le milieu manquait un peu de transversalité, et je pense que c'est tout à fait normal, c'est dans tous les milieux pareils. Donc c'est-à-dire les collectionneurs entre soi, les artistes avec les artistes, les curateurs avec les curateurs, et donc on manque un peu de lignes un peu transversales. Et ces lignes transversales, on peut les avoir que si on produit un projet avec un artiste, où là on rencontre l'artiste, on commissionne sur une pièce et on vit quelque chose avec lui complètement différent de cette idée de posséder, d'acheter juste une pièce de l'artiste et de l'accrocher au mur. Et donc voilà, le livre parle de ces moments donc entre l'artiste et le collectionneur, différentes générations de collectionneurs, donc des collectionneurs qui ont vécu les années 60-70, donc la naissance d'un mouvement historique comme l'art minimal, l'art conceptuel. Je pense par exemple à Lawrence Wiener à Los Angeles, qui a eu une relation de 30 ans avec Jack Wendler, donc qui fait du statement de l'écriture un objet un peu sculptural. Et donc je les ai rassemblés tous les deux à Los Angeles, et ils ont raconté 30 ans de vie, d'histoire, de projets communs, à travers production d'expositions, à travers la naissance de galeries, naissance de publications. Donc voilà, une histoire oui. de vie. Formidable. Oui, c'est très intéressant. Pardon. Et alors après, si je peux juste ajouter oui, bien sûr. une chose, c'est que sur les 10 conversations, à chaque conversation, il y a une idée forte. Donc, par exemple, avec Lawrence Wiener, donc c'est la participation pour le collectionneur à la naissance d'un mouvement historique. Pour, par exemple, Jeff Koons et Dakis Joannou raconte comment il a acheté sa première pièce de Koons à l'époque où il était absolument pas connu, et comment il a grandi avec Jeff Koons, et comment après ils sont devenus amis, et comment Jeff Koons a pu être inspiré aussi par le pays natal de Dakis Joannou, la Grèce, donc c'est-à-dire l'antiquité gréco-romaine dans ses peintures. Après, on a, par exemple, Camille Enrault, donc qui s'est fait fort remarquer à la Biennale de Venise, parce qu'elle a eu un prix, oui. Avec Sandra Mullier, qui a monté une résidence d'artistes à Paris, à l'égard des artistes émergents, et qui a créé aussi un prix, et dans lequel toutes les deux expliquent un projet de publication qu'elles ont ensemble. Donc voilà, donc on sort. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'on sort de l'idée de possession, de posséder une œuvre. D'accord. Et que voilà, pardon, je voulais juste vous demander, est-ce qu'il y a dans cet ouvrage un profil type de collectionneur qui s'en dégage, ou est-ce que finalement chaque parcours est quand même très différent? Le profil type, c'est que ce sont pour moi plus que des collectionneurs, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le profil type, c'est que c'est plus que ce sont des commanditaires, des mécènes, donc sans qui une exposition, un livre, un lieu. Et donc c'est un peu la façon dont moi j'ai aussi décidé d'orienter mon implication, ma très très humble implication dans l'art contemporain, c'est-à-dire qu'à un moment, sans juger qui que ce soit, chacun après les profils sont multiples,
Et je trouve que ça n'a pas de sens d'accumuler des pièces et de les installer dans des storages, parce que les murs sont pas extensibles, parce que je vais pas créer un musée ni une fondation. Donc, je préfère faire vivre des projets avec des artistes via des expositions. Et je pense que les collectionneurs qui sont dans ce livre participent de la même dynamique. Et donc, ça reflète bien, je comprends bien, votre parcours personnel, où petit à petit, vous êtes rentré en direct relation avec les artistes. Comment avez-vous évolué avec le galeriste, le conseiller, puisque justement, ce conseil n'existe plus, il est plus utile. Vous l'avez utilisé à un certain moment dans votre parcours de collectionneuse. Comment vous situez la galerie après vous l'avez un petit peu expliqué avec Perrotin, mais dans votre parcours personnel, comment ça se situe? Écoutez, au début, on cherche, on essaye de prendre des conseils ici et là. C'est vrai que c'est assez difficile de rester concentré, parce que d'ailleurs c'est ce que résument assez bien les collectionneurs que j'ai interviewés, c'est-à-dire que ceux qui ont vécu les années 60, ils expliquent que le milieu de l'art était beaucoup plus communautaire, il y avait peu de galeries et surtout le marché n'était pas encore global, la globalisation que nous connaissons aujourd'hui, et où nous sommes extrêmement aussi sollicités du fait de la multiplication des foires, ce qui explique que pour beaucoup disent que c'est compliqué de collectionner aujourd'hui. Puis aussi le côté financier, la spéculation, les effets de mode. Donc il faut garder la tête froide. Oui. Et donc oui, au début, j'ai pris j'avais quelques mentors. C'était un petit peu, les lettres persanes, Montesquieu, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ces codes? Qu'est-ce qu'il faut acheter comme artiste? À quel prix? Au début, on est un petit peu perdu. Et puis après, très vite, on est fidèle à des galeristes, en fait, qui font un travail formidable de sélection. Je pense à des galeristes que j'aime beaucoup, notamment Fabienne Leclerc, qui fait un travail formidable, la galerie In Situ, qui est vraiment très sincère dans son approche et vraiment autour des artistes à les accompagner dans leurs projets. Donc c'est aussi une confiance, c'est vrai, avec les galeristes. Et puis c'est vrai qu'au fil du temps, moi mon parcours a fait que après je me suis retrouvée à produire une plateforme de performance. Donc là récemment en 2013 qui s'appelait Expérience, enfin qui s'appelle toujours Expérience. Donc j'ai eu envie de me lancer dans l'art immatériel, justement pour toujours cette idée de vivre une production à un moment avec l'artiste. Donc j'ai invité 18 artistes dans le cadre dans le cadre de la foire d'art Bruxelles. Et donc tout le monde me disait que j'étais un peu folle parce que il n'y avait pas de questions patrimoniales là-dedans. Il y avait rien à la fin qui restait, si ce n'est ces moments vécus ensemble et un film. Donc après, je pense que chacun trouve sa voix, chacun a son style, sa personnalité et sa façon d'animer et d'être habité par sa collection. Pour moi, la collection... Ouais. Pardon. Très bien. Non, mais ok, on veut un petit peu avancer aussi dans le programme de l'émission. C'est clair, c'est clair et passionnant. Je propose de parler un petit peu de la FIAC. Revenir juste pour lire le livre. Sur le livre, effectivement. Oui. Il va être disponible mi-novembre. Vous disiez... Mi-novembre. Oui, c'est mi-novembre. Mi-novembre. Oui. Mi-novembre, les presses du réel. Les presses du réel. On peut l'acheter en ligne. Et quel sera le prix, en revanche? Parce que alors ça, je ne l'ai pas. 27 €. D'accord, très bien. Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu cher, mais je vous explique pourquoi. C'est un livre qui est en version bilingue, c'est un beau livre. Et pour chaque conversation, il y a des œuvres illustrées sélectionnées qui illustrent l'entretien. Donc, c'est un beau livre. Okay. Un livre agréable à regarder aussi. Donc, et à faire à Noël, alors. Merci. Par exemple. Merci Nathalie. beaucoup. Merci bien. Prie, merci à vous. Alors, revenons rapidement sur la FIAC. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Pierre. Cette semaine de la FIAC. On va juste peut-être donner les dates. Les dates qu'on a déjà données, 24-27 octobre, on va les rappeler. Voilà. Et juste préciser, effectivement, donc il y aura 184 galeries présentes au Grand Palais. Voilà, donc c'est au Grand Palais. Et plus de 70 000 visiteurs. 3177 artistes. La FIAC, c'est depuis 1974. Donc c'est vraiment un événement international. 70 000 visiteurs.
66 pays. Voilà, donc il y a le rez-de-chaussée, c'est les galeries poids lourds de l'art contemporain, et le premier étage sont les galeries plutôt plus jeunes, c'est bien ça. Et donc la 40e édition, et on souhaite autant d'éditions pour Cutlog. Voilà, et qui est plus jeune, mais qui est déjà à New York. Qui est déjà à New York, effectivement. Qui est déjà à New York. Là où la FIAC reste. Et on a vu quelques images de l'expo hors les murs. La FIAC, c'est aussi hors les murs, donc des expositions d'œuvres monumentales, comme on le voit ici. Alors ça, ce sont les berges de Seine, c'est la nouveauté de cette année, mais ça, c'est l'aménagement qui a été fait sur les berges. Il y a 6 pièces sur les berges. Ensuite, il y a une œuvre de Dubuffet qui sera présentée au Petit Palais, que l'on voit là, à l'écran. Et juste avant, on a vu, là, c'est Barry Flanagan qui est présent au Muséum d'Histoire Naturelle, Jardin des Plantes. Là, une œuvre de Touloum, il me semble, de mémoire. Toujours au Jardin des Plantes. Là, c'est une œuvre de Jaume Plensa qui est aussi au Jardin des Plantes. Et un autre parcours qui se trouve au Jardin de Tuileries. Voilà, avec l'œuvre Ware de Jean Dupuis qu'on a vu tout à l'heure passer rapidement à l'écran. Pour terminer, je propose de terminer par une petite actualité architecture et design. Et on va lancer une vidéo à propos d'une initiative qui est intéressante, de la galerie Itinérance. Alors là, c'est archi-design parce que le lieu est une tour dans le 13e arrondissement qui va être détruite, qui va commencer à être détruite à la fin octobre. Et juste avant, elle a été confiée à des artistes de street art. Tout l'immeuble entier a été envahi par des street artistes qui ont eu carte blanche donc pour entièrement refaire tout l'immeuble. Voilà, donc un immeuble que l'on peut visiter avant qu'il disparaisse. Et qui est surtout visible de l'extérieur puisqu'il y a des grandes coulures orange, on le voit quand on passe sur les quais ou en métro. Et donc la tour est visitable actuellement. Alors le seul problème, le seul hic pour cette visite, c'est que évidemment il y a des raisons de sécurité et il ne peut y avoir que 49 personnes dans la tour complètement, donc évidemment il y a une file d'attente très 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 importante. Voilà les différents projets présentés. Bruno, est-ce que vous y êtes allé déjà ? Ah non, mais par contre j'irai. Eh bien alors armez-vous de patience parce que apparemment c'est assez difficile de rentrer puisque soit d'y être tôt le matin, tôt. Je crois que ça ouvre à midi. Mais effectivement, il vaut mieux être dans les premiers que dans les derniers, puisque 49 personnes, la jauge est vraiment très très restreinte. Merci bien, merci Bruno, merci Nathalie beaucoup d'avoir participé à Coupe-Fil. Coupe-Fil, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois, Pierre, oui, le 15 novembre. Et d'ici là, on peut continuer à discuter via Twitter. Vous pouvez revoir l'émission sur watch.tv, et continuer à discuter avec @watchtv Coupe-Fil. Absolument, voilà. Et on pourra, pour la prochaine édition, nous parlerons, je pense, de Paris Photo notamment, et puis de plein d'autres choses encore, de toute l'actualité artistique. Il y a l'Expo Pareno au Palais de Tokyo, et il y a plein d'autres choses. Voilà, à bientôt, au revoir.